Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. C'est dans son atelier en plein cœur du 10e arrondissement de Paris que j'ai eu la chance d'échanger avec Debbie, alias Freaky Debbie, styliste et créatrice. Debbie est spécialiste du reworking, un dérivé de l'upcycling qui consiste à transformer des pièces, parfois chinées, en nouveaux vêtements. Elle lance en 2020 sa propre marque, Rework, pour laquelle elle collabore avec des marques et crée des pièces uniques. Vous l'aurez compris, l'univers de la transformation passionne Debbie, d'une robe réalisée entièrement avec des casquettes ou alors des masques faits à partir de baskets, rien de l'arrête. Debbie ne cesse de créer des pièces uniques pour des événements, des artistes ou des expositions. Ensemble, nous avons discuté de mode, de passion, d'entrepreneuriat, d'écologie et bien sûr de création. Je ne vous cache pas que l'énergie et la bonne humeur de Debbie sont communicatifs et j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter notre conversation que j'ai eu de plaisir à la faire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Debbie. Coucou Sarah. Comment ça va ? Eh ben ça va plutôt bien aujourd'hui, écoute. Ouais. Alors on est dans ton atelier dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu où on est ? On est passage des Marais, on est vraiment au métro Jacques Bonsergent dans un petit passage. Du coup là en fait on est dans les locaux de Tiller qui m'accueillent puisque voilà. Je suis la femme de Jeff, tout ça, Tiller pour qui je développe la femme et qui me supporte justement dans ma nouvelle marque Rework. Donc du coup, il m'aide un petit peu aussi à le développer. Il file des petits coups de main. C'est un lieu un peu, on va dire, multiculturel et puis c'est aussi ce qu'on a envie d'en faire. Du coup, là, il y a moi, il y a les mecs de Tiller qui font aussi tous les envois, toutes les impressions d'ici. Donc, il y a toutes les machines pour printer les t-shirts, tout ça. Il y a aussi une marque de pêche, Big Fish, qui est juste à côté. Du coup, on est tous les trois dans un délire de marque et dans une même énergie. Donc, c'est cool. Dès qu'on a un problème, même des livraisons, des trucs, on a tout. Enfin, voilà, tout est à dispo. Ouais, puis on a tous des conseils à se donner, des solutions. Enfin, c'est hyper agréable d'être tous un peu dans la même énergie. Et justement, ce lieu, on a aussi envie d'en faire justement, de le pousser un peu plus culturellement. Donc, on est en train de voir pour en faire un studio photo aussi, dans le grand hangar là-bas, parce qu'il y a encore plein de place. Et puis devant, on aimerait aussi en faire justement une boutique un peu pop-up. Donc, on aimerait vraiment que ça devienne un lieu vraiment artistique, culturel, et puis qu'il se passe plein de choses, et que tu puisses de la création à la finalité du produit, le shooter, le vendre, qu'on puisse tout faire dans le même lieu. Voilà, on a envie d'emmener ce lieu par là en tout cas. Alors Debbie, donc tu es styliste et créatrice. Je voulais savoir quel était ton rapport à la mode quand tu étais petite. Des premiers trucs, je me rappelle que j'étais un peu un garçon manqué quand même, ouais. Et que ma mère me tricotait des trucs que je détestais, et que déjà à 4-5 ans, je planquais des fringues dans mon sac pour me changer avant d'arriver à l'école, parce que j'aimais pas les pulls que ma mère me mettait. Donc j'avais déjà, je pense, un rapport assez fort. Voilà, où je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et puis j'avais ce truc où ma mère voulait toujours m'habiller en petite princesse, et puis moi après, je revenais avec les genoux tout niqué, parce que je jouais avec les garçons, je faisais des cabanes dans les arbres, des trucs comme ça, j'adorais ça. Donc j'avais déjà un peu cette contradiction-là. Et puis j'ai très vite voulu être styliste quand j'étais petite. Genre, je me rappelle à 10 ans, je m'étais fait cacher une petite pièce, un petit truc dans ma chambre où je faisais tous mes dessins, et je faisais plein de dessins de robes et de trucs comme ça, et j'ai toujours voulu être styliste du plus loin que je m'en souvienne, sauf qu'après en fait je me rappelle qu'au collège j'ai oublié que je voulais être styliste, et toute cette période là en fait je suis rentrée un peu dans le système, et comme j'étais pas mauvaise à l'école, justement je me suis fait prendre un peu par j'ai fait STT, donc tu vois, j'ai fait un bac compta gestion, j'ai eu 18 en compta au bac, donc évidemment on m'a dit il faut faire une prépa compta finance, donc je suis allée là-dedans. Donc tu as commencé tes études dans la finance, rien à voir. J'ai fait une prépa compta finance, j'étais malheureuse, au bout de 3 mois j'ai arrêté.
parce que j'ai compris que je pouvais pas faire ça toute ma vie. Heureusement, tu l'as compris assez rapidement. Ouais, mais pas tout de suite, parce que j'ai quand même forcé et me dire, bon, bah, je vais peut-être faire du droit. Donc après, j'ai fait 1 année de fac de droit. D'accord. Et là, après, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est vraiment pas fait pour moi, tout ça. Même si j'étais pas mauvaise, je comprenais bien, mais vraiment, ça me rendait malheureuse. Et puis, un jour, en discutant avec une copine, je me suis souvenue qu'en fait, plus jeune, je voulais être styliste et que ça m'était vraiment sorti de la tête parce que j'étais rentrée dans le système et qu'on m'avait jamais dit, ouais, faudrait que tu pousses ton côté artistique. À l'école, on me jamais dit ça, quoi, tu vois. Donc, j'ai fini par tout plaquer et puis pour venir à Paris, faire une école de stylisme, j'ai fait ESMOD. Et à ce moment-là, tu savais déjà coudre ? Non. Enfin, ma mère cousait, je savais coudre à la main. On va dire qu'avant de commencer l'école, je me faisais des petits trucs à la main. J'avais déjà ce truc où je savais ce que je voulais, je trouvais pas dans le commerce, je les transformais. Je me rappelle de trucs, de petites transfos que je m'étais déjà faites. Mais la machine à coudre, tout ça, c'était quand même assez... c'est toujours un truc j'aimais bien, parce que ma mère cousait aussi, je savais à peu près comment ça marchait. Comme j'ai fait mes études, je suis née en Suisse, moi. En Suisse, t'avais des cours de travaux manuels, à la fois du bois et à la fois de la couture. Donc, en fait, on m'avait appris à coudre à l'école. Donc aussi, c'est un truc que j'avais... que j'avais déjà fait et que je kiffais, quoi. Ma mère cousait aussi beaucoup, elle faisait tous les rideaux de la maison, plein de trucs. C'était assez proche de nous, mais voilà. Donc ça va, c'était pas non plus totalement l'inconnu quand t'arrivais en école de mode. Non. Enfin, en tout cas, c'était un truc qui me parlait déjà, et puis la mode m'avait toujours parlé quelque part. C'était juste voilà. Je m'avoue que c'est ça que je kiffe et ce que je veux faire. J'ai décidé un jour que je voulais être styliste et puis miracle, j'ai réussi, quoi. Mais parce qu'on n'y arrive pas toujours. Et alors aujourd'hui, tu es spécialiste de l'upcycling. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est ? Alors, je dirais pas que je suis spécialiste de l'upcycling. Moi, je reformulerais en disant que je suis plus spécialiste du reworking. Ah, du reworking, ok. Ce sont pour moi deux choses différentes. L'upcycling, c'est vraiment du recyclage. Ouais. Donc, des vêtements usés qui ont déjà été utilisés. Même si l'upcycling et le reworking sont très proches, ma patte depuis toujours, elle est plus dans le retravail. À la base, je me suis fait connaître en faisant des robes en casquette, et c'était pas de l'upcycling parce que c'était justement les casquettes qu'on me donnait pour faire des robes et tout ça. Donc c'est du reworking, c'est du retravail parce qu'il n'y a pas toujours cette notion de recyclage. D'accord, donc c'est du retravail de pièces déjà Après, faites. là, tu vois, c'est de l'upcycling, ce que je fais là, puisque je travaille du vintage, mais ça ne l'est pas toujours forcément, tu vois. Et puis, on va dire que je suis encore plus passionnée par le retravail et le détournement de produits, qui est vraiment ce que je préfère faire, vraiment, qui me fait kiffer. Et c'est très cool que ce soit aussi bon pour la planète et que de recycler et tout ça, mais c'est pas ce qui me porte le plus dans le projet, on va dire. Qu'est-ce que tu préfères ? Retravailler, détourner. Je préfère détourner. C'est ce que j'adore, c'est transformer. La transformation. Et prendre quelque chose qui n'est pas fait pour l'être, pour le transformer en autre chose. C'est ce que j'adore faire. Okay. Casser les codes. Enfin, tu vois, j'adore prendre des trucs de mecs pour en faire des trucs de femmes. Enfin, voilà, il y a plein de codes comme ça que j'aime jouer. Faire des trucs sexy avec des trucs sport. Enfin, tu vois, il y a toujours une contradiction en général que je kiffe. Et donc, tu as fait tes débuts avec Andrea Cruz, qui est donc la pionnière alors de l'upcycling, reworking. Oui, c'est elle qui m'a vraiment montré et ouvert la porte du détournement de produits et de l'upcycling. Et du coup, j'en ai fait 2 ans avec elle. Justement, j'ai arrêté l'école pour bosser chez Andrea Cruz parce que je kiffais trop et que l'école, ils étaient un peu chiants, ils comprenaient pas trop mon côté streetwear multicolore. C'était pas encore comme maintenant, un peu plus démocratisé. Du coup, je suis arrivée chez Andrea Cruz, je me suis dit, oh là là, mais moi je retourne pas à l'école, je reste ici. Et ça s'est hyper bien passé. Je suis devenue très vite chef d'atelier. J'avais à peine 21 ans, tu vois. Donc, ça m'a mis tout de suite dans le bain et j'avais l'impression d'apprendre 100 fois plus de choses qu'à l'école. Et en vrai, c'était vrai. J'ai vraiment appris beaucoup plus de choses qu'à l'école. Et justement, elle m'a ouvert cette porte du détournement de produits. Et ça a vraiment été genre pas un déblocage, comment tu dis, un déclic. Un déclic, ouais. Voilà, c'est ça, pardon, je perds souvent mes mots. Ça a vraiment été un déclic et je me suis dit que, je voulais travailler ça un peu toute ma vie. En tout cas, j'ai trouvé mon style aussi comme ça, quoi. Est-ce que tu te souviens de la première vraie pièce que tu as fait ? De toute façon, c'était chez Andrea Cruz, puisque je me rappelle des premières pièces que j'ai fait à partir de baskets, qui m'ont vraiment
ouvert une porte que je me suis, enfin, qui m'a, je dis, oh là, mais c'est génial de faire ça, je vais faire ça toute ma vie. Découper des baskets, en refaire des pièces avec, c'était magnifique. Après, je faisais les transformations Andrea Cruz, donc, enfin, je me rappelle de pièces que j'ai fait là-bas, les toutes premières. Et puis après, je me rappelle de ma toute première pièce à moi de reworking, qui était ma robe en casquette. Et qui m'a beaucoup fait bosser, m'a ouvert aussi plein de portes ensuite. Alors, on se rend pas compte parce qu'on est en format audio, mais c'est vrai que, en fait, tu prends des casquettes et tu en crées et tu fais une robe. Ouais. Comment est-ce que tu trouves ton inspiration ? Comment est-ce que tu as pensé à faire une robe en casquette ? Après, ça s'est passé aussi. Je suis partie d'Andrea Cruz et je voulais monter ma propre marque à moi. J'avais commencé un peu le détournement là-bas, mais j'avais envie d'aller plus loin et de l'emmener un peu plus dans la couture et pas juste dans le concept. Du coup, j'avais envie de pouvoir passer genre 2 semaines s'il le faut sur ma robe de couture à la main pour la rendre parfaite. Donc, je suis partie à ce moment-là et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des choses différentes que ce que j'avais fait avec Marussia. Du coup, un jour, j'ai eu cette illumination des casquettes. Parce que après, moi, j'ai toujours été très streetwear. Donc, j'ai toujours eu envie de prendre un objet un peu fétiche du hip-hop ou du streetwear pour le transformer un peu en femme. En tout cas, il y avait ce côté-là qui, moi, m'excitait encore plus. Et la casquette, c'était un objet parfait, puisqu'il représente vraiment, je trouve, le streetwear. Et en fait, quand tu la démontes, c'est du tissu, c'est beaucoup plus facile à recoudre et à découdre qu'une basket, et c'est hyper architectural. En fait, dès que tu commences à la démonter en accumulation, ça te crée des volumes complètement ouf. En plus, à l'époque, je m'inspirais aussi beaucoup des Marvel, j'adorais les femmes héros et tout, donc je suis très vite partie, tu vois, dans Catwoman, Wonder Woman, j'ai fait Poison Ivy, j'en ai fait plein, justement, des femmes héroïques à travers mes robes casquettes. J'ai toujours eu cette envie de rendre la femme hyper forte à partir d'un élément masculin, streetwear, qui n'est pas du tout sexy à la base, quoi. Et c'était un peu ça a toujours été un peu ma ligne, mon envie de ce que j'avais envie d'apporter un peu dans la mode, quoi. Mais finalement, ces pièces-là, elles sont plutôt exposées. C'est des pièces, on va dire, qui n'ont pas vocation à être achetées par un particulier, ni... Moi, en tout cas, c'est quelque chose avec lequel j'ai réussi à vivre, mais c'était plus en le vendant aux marques pour faire de l'événementiel, pour faire de l'exposition. Ensuite, il y avait pas mal. Souvent dans des soirées, on me disait, viens avec tes robes, tes performeuses, et du coup, ça créait justement une performance pour la soirée. C'était quelque chose qui marchait beaucoup plus en événementiel, justement. Et après. Prêter à des chanteuses pour les clips, tout ça, des shootings, c'est pour ça que c'est plus assimilé à de la haute couture, parce que c'est pas portable du tout dans la vie de tous les jours. C'est plus assimilé à une sculpture, enfin voilà, c'est de la haute streetwear couture, parce que du coup ça reste pas de la vraie haute couture, c'est pas du Chanel, quoi, mais, mais c'était un autre niveau. C'est une pièce image, quoi. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as créé une robe avec des casquettes Lacoste, une autre robe avec des ballons de basket. Et même pendant le confinement, on t'a souvent vu créer des masques à partir de paires de baskets. Oui, de toute façon, déjà les baskets, j'ai toujours adoré les découper et en refaire des trucs avec. Donc, je fais des robes aussi, tout ça. À un moment, en fait, je m'étais donné un peu le défi de faire des robes avec n'importe quoi. Donc, tu vois, j'ai même essayé de faire une robe en osier. Je me suis... je suis allée Tout loin. est possible avec toi. Ouais. Et je crois qu'un de mes rêves, c'était d'avoir une espèce d'atelier, en fait. On ferait que des tests, tu vois, un atelier de recherche. Tu vois, genre une robe qui vole. Enfin, je sais pas, tu vois, d'aller toujours dans des délires pas du tout commerciaux ou quoi, mais le défi de la matière, en tout cas... c'est pas parce que c'est pas fait pour être cousu que ça ne peut pas l'être. Apprivoiser des matières, ça a toujours été un grand kiff aussi. Et combien de temps ça te prend de créer une robe comme ça ? Par exemple, si on prend la robe la robe avec les casquettes ça Lacoste. me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps parce que c'est un amour vraiment, quand je fais ce genre de robe, il n'y a plus personne. Je suis vraiment dans mon petit monde et je peux passer des heures et des heures à faire de la couture à la main pour qu'elle soit parfaite, la découdre, la refaire. Et du coup, tu vois, la robe Lacoste, j'ai passé pratiquement 2 semaines
de couture à la main pour tout assembler, tout est faire fait à la nickel. main. Et tu la dessines avant? Comment tu fais? Bien sûr, je la dessine avant parce qu'en fait, je dois la faire valider puisque c'est Lacoste qui m'engage pour faire ça. C'était pour une exposition. Donc, tu penses bien que tout doit être validé en amont. J'ai une certaine carte blanche, mais en tout cas, ensuite, il faut que je fasse valider ma carte blanche, on va dire quand même, pour qu'il soit OK. Avec le design et tout ça, donc même là tu peux les voir, ils sont encore là mes dessins. J'explique tout comment je pense le faire. Après il y a toujours une différence entre la réalité et ce que tu as imaginé, tu vois, le passage, toujours des petites choses qui vont se transformer parce que la mise en 3D, elle est toujours un peu plus compliquée que quand tu fais un dessin, tu vois. Mais oui, en général, je dessine toujours avant mes pièces couture en tout cas. Finalement, quelle est la partie qui te prend le plus de temps? C'est la conception, c'est pas on va dire l'imagination? Une robe, si je suis inspirée, je peux te la dessiner en 5 minutes. Oui. Et ensuite, c'est la conception. Et ensuite, la réalisation, ça peut être 2 semaines de travail. Ouais. Et donc, c'est vraiment la réalisation qui prend du temps. L'idée prend 2 secondes, hein, tu vois, c'est vraiment pas ça qui va prendre le plus de temps, tu vois. Tu viens de créer ta propre marque Rework, qui est donc une marque reworking, voilà, sur laquelle tu vas récupérer des invendus pour créer une nouvelle pièce unique. Du coup, c'était un peu la finalité, on va dire, en fait, logique. Oui, c'est ça. Après, comme je te l'expliquais, c'est aussi... non, je te l'ai pas encore dit. Donc Rework, ça fait déjà une bonne année que j'avais envie de monter ce projet. À la base, c'était un projet qu'on voulait monter avec Citadium, qui était chaud de nous filer tous leurs invendus et qu'on les retravaille et qu'on fasse justement un espace à Citadium permanent où justement ce serait un peu un bar à upcycling, un bar à reworking. Sauf que le Covid est arrivé, donc évidemment, tous les shops, on va pas refaire tout ce que ça fait sur l'économie, les fermetures des magasins et tout ça, et puis en plus tout ce côté workshop où ça peut créer justement un amas de personnes sont très déconseillés en ce moment. Donc on va pas aller faire justement un bar avec des gens qui se mettent tout autour de toi c'est quelque chose qui publiquement pour l'instant tu peux pas trop faire ce genre de projet. Moi, le premier confinement, je me suis retrouvée toute seule chez moi à faire des masques avec tout et n'importe quoi parce que j'avais rien chez moi. Donc, je me suis dit, le deuxième, je vais pas me faire piéger comme ça. Et puis, il est hors de question que je perde mon temps à attendre que ça tombe et que ça s'arrête. Donc, vas-y, deuxième confinement, mets tout en place pour développer Rework et puis construire quelque chose d'autre qui marche avec le Covid. Parce que tout mon business événementiel que je faisais avant avec les agences... là, il est vraiment au point mort, quoi. Donc, faut continuer, même mentalement, à faire des trucs qui te rendent heureux, parce que sinon, on se déprime en ce moment, quoi. Donc Rework, du coup, c'est un peu la résultante de tout ce que j'ai fait dans ma vie quand moi j'y pense, parce qu'en fait, je trouve que ça ressemble aussi un peu à ma première marque, Panthéon, dans lesquelles je faisais des robes casquettes, mais après il y avait une ligne de prêt-à-porter. Cette ligne de prêt-à-porter, elle était souvent reconnaissable par mes découpes et par mes formes streetwear féminines. C'est quelque chose que tu retrouves, tu vois, les robes sweat, les découpes, tu retrouves la même chose patronagement parlant dans les pièces Rework, et puis ça mêle le détournement de produits qui est aussi mon autre passion, costume, parce que c'est du détournement de produits et que je détourne les marques, les logos, les vêtements, tu les vois dans un autre sens. En tout cas, ça c'est un peu l'aboutissement de on va dire de 10 ans de mode et de projet. Et comment ça se passe? Tu vas voir les marques pour qu'elles te donnent leurs invendus? Alors là, pour l'instant, vu que ça marche ensemble, hein, tout le business c'est au point mort et les marques là, elles ferment un peu tout leur budget. Du coup, pour l'instant, non, mais c'est exactement ce que je voudrais faire ensuite, c'est que justement elles filent leurs invendus et que je crée des drops, qu'on fasse des pop-up avec des workshops et tout ça. Pour l'instant, du coup, je suis associée un peu avec Tony Lafripe, qui me donne lui tous ses défectueux et pas que. Mais en tout cas, pour l'instant, j'avance en fripe en tout cas. Et puis quand on va dire l'environnement économique se sera amélioré, du coup, je pourrais essayer de bosser avec d'autres marques justement. Donc aujourd'hui, Rework, c'est plutôt une marque de vêtements que tu crées toi. Chaque pièce est unique? Chaque pièce est unique, forcément, puisque c'est que de la fripe. Ouais.
elles pourront ne pas être uniques si jamais je touchais des fins de série où il y a plusieurs fois le même produit. Mais voilà, ce serait pas du vintage, c'est impossible à faire avec du vintage. Et là, vous êtes combien aujourd'hui chez Rework ? Du coup, il y a moi, il y a Aurélie qui est arrivée il y a pas très longtemps en alternance. Il y a Hélène qui est qui a été une de mes associées chez Panthéon, qui est mon tic et tac, on va dire mon comment tu dis, tu vois, une styliste a toujours une modéliste parfaite avec qui elle s'entend et qui est son complément. D'accord, donc elle est modéliste. Voilà, D'accord. elle c'est comment tu dis, mon alter ego de la couture parfait. Enfin voilà, donc du coup elle a aussi ses propres projets, donc elle bosse en freelance, mais elle est là 1 fois, 2 fois par semaine quand j'en ai besoin. Enfin voilà, mais en tout cas elle suit toujours mes aventures. Et là tu fais, à l'époque j'ai l'impression que tu faisais que des vêtements pour femmes. Maintenant tu fais aussi des vêtements pour hommes là avec Rework. Ouais. C'est vrai que même Panthéon c'était vraiment une marque streetwear femme et j'ai toujours cet amour pour la femme, mais en plus là je bosse pour Tiller en ce moment, je développe la femme, mais je bosse aussi sur les collections hommes. Et je crois que j'ai de moins en moins envie de genrer vraiment. Et, j'ai moins ce besoin de défendre la femme comme je le faisais à mes débuts, on va dire, même si ça reste une passion. Je kifferais toujours plus faire un corset. Enfin, je kiffe autant faire un corset qu'un bombers unisex aussi. C'est la vérité. Du coup, j'ai envie de faire aussi pour les hommes. En tout cas, j'ai envie de travailler des pièces qui soient unisex et pas que de la femme. C'est une évolution, en tout cas, que j'ai plus envie de faire que de la femme, en tout cas. On parle quand même depuis quelques années de plus en plus du reworking, de l'upcycling. Et maintenant, il y a plein de collectifs, de talents, de makers qui se lancent là-dedans, des grandes marques aussi. Ça fait partie intégrante de l'univers de la mode. C'est quoi pour toi ta vision justement de la mode dans le futur ? J'espère que justement, là, on voit déjà que c'est en train de changer. De moins en moins, on a envie de consommer des grosses marques, des H&M, tu vois, du Zara, tout ça. Tout ce truc avec les Ouïghours, on dénonce, on a envie de changer. Et le upcycling nous donne justement les clés d'un vrai changement. Après, c'est encore compliqué, parce que moi qui qui suis dans toutes ces problématiques-là, l'upcycling à petite échelle, pour que ce soit rentable, c'est compliqué, tu vois, donc... Pour tous ces gens qui se lancent et tout, je pense qu'il y a un truc de hobby. Mais après, est-ce qu'on arrivera vraiment à en gagner notre vie ? C'est un autre sujet. Parce qu'il faudrait aussi que l'upcycling, ça doit se vendre cher pour pouvoir être rentable. Parce que de la dose de travail que tu fais quand t'es une petite couturière chez toi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas industrialisé, donc ça va beaucoup plus lentement, donc ça coûte beaucoup plus cher en fait à fabriquer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail aussi. Puis qu'après, ce qui est compliqué pour moi, c'est que l'upcycling, ça devrait être éthique. Donc ça devrait aussi pouvoir être achetable par tout le monde. Ce que je trouve aujourd'hui, et après je suis d'accord, moi aussi je suis obligée de mettre mes pièces un peu chères pour m'y retrouver, sinon je suis déjà pas rentable sur mon premier drop, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais putain, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. L'upcycling, c'est cher. Oui, ce que je voulais te dire, c'est que je trouve que justement, c'est dommage que si tu veux t'acheter de l'upcycling, tu dois vraiment sortir pas mal à la fin, que ce soit une pièce chère, tu vois. Et la complication, c'est que quand t'as pas de sous, finalement, tu vas pas avoir vraiment d'autres choix des fois que d'aller voir tu vois, d'aller acheter tes culottes et tes trucs chez H&M, tu vois. Donc, tu peux aussi consommer du vintage, mais des fois, consommer de l'upcycling, c'est aussi c'est aussi finalement une consommation de riche entre guillemets. Oui, c'est ça que je voulais dire, exactement ça. Mais est-ce que tu penses pas que l'upcycling, le reworking, tout ce que tu fais, c'était un peu comme le bio il y a 10 ans, où en gros on se disait il y a 10 ans, tu vois. Exactement la même chose que le bio pour moi. Tu vois, cette mode du bio, on est en plein dedans. Ouais. Et finalement aujourd'hui tout le monde consomme le bio. C'est le bio qui arrive dans la mode. C'est exactement ça. Alors ça, je suis complètement convaincue, bien sûr. Et c'est aussi une sorte d'effet de mode et on va dire, je trouve qu'il y a aussi un côté où tu vois finalement les gens qui crachent sur les grosses enseignes, qui trouvent que c'est pas bien, tu vois tout ce truc de les Ouïghours et tout ça, et finalement consommer de l'upcycling, c'est se permettre de pouvoir continuer à consommer ces grandes enseignes, mais on va dire qu'une fois qu'elles sont upcyclées, elles sont un peu lavées
du bad buzz qu'elles ont sur elles, tu vois ce que je veux dire ? Parce que finalement, une fois qu'elles sont upcyclées, elles recorrespondent à quelque chose de green. Donc finalement, ça te permet aussi l'upcycling de continuer à consommer du Nike, de l'Adidas et des grosses marques, tout en le faisant d'une façon où t'es content, quoi. Et puis ça te permet d'avoir des pièces uniques de ces grandes enseignes qui, en vrai, tu te balades dans la rue, tu croises 3 personnes avec le même sweat. Finalement, une fois qu'il est upcyclé, c'est une pièce unique. Et là, tu retrouves aussi de la valeur. Il y a aussi un retour à la création française, aussi à l'artisanat. De plus en plus. Beaucoup aussi depuis le premier confinement. Tellement de gens ont besoin, même, que ce soit par survie mentale ou même économique ou quoi, de se réinventer. Donc, même fabriquer les propres masques, tout le monde s'est remis à sa petite machine, tout le monde s'est remis à son petit truc, et finalement... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent coudre, qui se disent pourquoi je ferais pas mes petits masques chez moi, je les vends sur Etsy, ça arrondit les fins de mois, et tout le monde. Mais je trouve ça très bien en fait que chacun recommence à toucher. On était dans un monde où tout était fait pour nous. Tu vois, on n'a plus besoin de faire à manger, tout est livré, tout est parfait. Et là on recommence à faire de nos mains, et ça je trouve ça très bien. Est-ce qu'il y a une création qui a le plus compté pour toi ? Toutes mes créations sont un peu mes enfants. J'ai failli pleurer quand j'ai envoyé mes premières commandes Rework. Vraiment, il y a une robe, j'avais envie de pleurer. Je crois vraiment que j'ai eu la larme à l'œil. Elles comptent toutes un peu pour moi, d'autres plus que d'autres parce qu'elles ont un peu marqué aussi un peu ma carrière et qu'elles ont été très fortes. Je dois t'en donner qu'une seule ? Si tu veux, ou plusieurs. Ou 3. 3, vas-y. Ouais. De ma première, on va dire, de ma première période de mode, je dirais Wonder Woman. Raconte-nous Wonder Woman. Wonder Woman, ça fait partie justement de la collection que j'avais fait de robes en casquette pour New Era. Et Wonder Woman, elle a voyagé dans le monde entier. Elle a été portée par des chanteuses à gauche, à droite. Donc c'était une robe en casquette. Oui, c'était un body Wonder Woman en casquette. Ouais. Qui pour moi reste encore une de mes plus belles pièces et qui justement, moi qui avais pas trop voyagé parce que j'avais pas de thunes tout le temps, tu vois, quand t'as la marque t'as jamais beaucoup d'argent, du coup je me rappelle qu'elle avait voyagé 3 fois plus que moi, quoi, tu vois, et du coup j'étais trop fière que ma robe voyageait à ma place. Wonder Woman, ça reste une de mes robes spéciales, on va dire. Je dirais Lacoste aussi, c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup pris en énergie, mais tellement un gros kiff de bosser sur du Lacoste, que ce soit Lacoste qui te donne des pièces pour le faire et que justement je fasse un peu ma queen tennis Lacoste, ma croco queen comme je l'appelle. J'étais trop contente. Et je dirais encore un autre projet, d'ailleurs c'est un projet que j'avais fait via Trajectoire Studio. On bosse souvent sur des projets justement sport, et c'était en fait pour un match des Hornets et des Bucks, on m'avait demandé justement de refaire un peu des queens, un mec et une meuf, du coup à partir de maillots de basket NBA, Hornets, Bucks, donc Nike et Jordan, et je me rappelle aussi que ça c'était un kiff énorme de bosser sur ce projet. Donc merci Jérémy. Au passage. Voilà, donc Wonder Woman, cette collab NBA et puis Lacoste. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta journée type ? Ma journée type, écoute, je me lève, je lève ma fille, je prépare toute la famille avant de partir à la maison, je dépose ma fille à la crèche, j'arrive ici, je me fais mon petit café, des fois je me roule mon petit joint en même temps, ceux qui me connaissent savent, et puis je fais mes petites pièces. Tu vois, là, je suis arrivée, j'avais une nouvelle pièce en tête. Je commence un petit moulage sur mon mannequin, et puis je me lance dans mes trucs, dans mes petits patchwork. Tout, en fait, mais toutes les journées changent un peu ici, parce que tu vois, la semaine dernière, ça faisait 3 semaines que j'avais pas cousu parce que j'étais sur le lancement de Rework, donc j'étais plus sur de la communication, du graphisme, les photos, les machins. C'est quand t'as ta marque, un jour tu fais X et l'autre jour c'est Y, et puis après tu touches à tout, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, je sais même gérer Shopify toute seule, faire des réductions, faire des newsletters. Tu vois, je suis complètement indépendante,
comparé à il y a quelques années où je savais pas du tout faire ça, tu vois. Ouais, c'est ça, t'as appris en fonction des années. Ouais. Puis au début, même à Panthéon, j'étais très entourée et bon, j'étais peut-être un peu plus l'artiste perché qui touchait pas à tout ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai appris à même rentrer mes propres produits. Enfin, tu vois, je suis vraiment de plus en plus indépendante sur tout ce qui se rattache à une marque, au-delà de juste coudre un vêtement, tu vois, qui est une base, tu vois. Mais c'est tellement pas que ça, tu vois. Un vêtement pour le vendre, il faut savoir bien l'emballer, le rendre beau, enfin tu vois la manière dont tu vas le présenter, tellement de trucs, tu vois, mes moyens de paiement, je me prenais le chou avec PayPal, mais PayPal c'est relou, mais si tu l'as pas, les gens, enfin tu sais, genre c'est tout le temps des problèmes, sans parler de la compta, l'administratif, c'est avoir 10 000 casquettes tous les jours, en fait c'est comme si je faisais 5 métiers à la fois. C'est vrai ça. si je préférais être que styliste, tu vois, mais malheureusement c'est pas que ça, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Y a que ceux qui font rien qui cassent rien. Pas mal. Je n'ai rien à dire après ça. C'est mon premier patron qui m'a dit ça et franchement, je me le répète encore aujourd'hui. Ouais. Le plus important pour toi, qu'est-ce que c'est quand on monte une boîte? Avoir le courage. Avoir le courage, croire en soi, mais ça c'est franchement pas facile tous les jours parce que t'as toujours des moments où tu trouves que t'as chié et que t'es une merde, tu vois. C'est trop facile de se décourager, mais justement de se décourager, de pas se décourager, de monter une boîte et même si tu la perds ta boîte, parce que moi j'en ai perdu une boîte, tu vois, et de continuer à y croire et de trouver le courage de recommencer une histoire, parce que l'histoire est jamais finie en fait, même si ta boîte elle se termine. Et puis tu apprends aussi de tes échecs, enfin de tes échecs entre guillemets. Il y a un proverbe, je suis très mauvaise en proverbe, je les déforme toujours, mais tu vois c'est pas l'atterrissage, enfin c'est le chemin qui compte, c'est pas l'atterrissage. Tu vois quand c'est quoi le proverbe? Je sais pas. En tout cas, c'est pas une finalité d'avoir une marque ou enfin c'est tout ce que t'apprends sur le chemin qui est important. Est-ce que t'as une anecdote particulière à nous partager? Ah j'en ai une belle. Les tout premiers temps de Panthéon, évidemment j'avais pas d'atelier. Donc juste Panthéon pour rappeler parce qu'on en a pas trop parlé, oui, c'était ta première marque. C'est ma première marque que j'ai montée, je crois que c'était en 2012, que j'ai gardé 7 ans, et qui est morte il y a 3-4 ans maintenant. Du coup, il y a eu House of P, Rework qui arrive, mais ouais, tout ça c'est lié, quoi. Et donc du coup, je commence Panthéon. Évidemment, j'avais pas encore d'atelier, donc je bossais de chez moi. Donc ma première stagiaire, qui est en fait Hélène, avec qui je bosse toujours aujourd'hui et qui je t'ai dit est mon tic et tac. Donc du coup, elle vient faire son stage chez moi et du coup je me rappelle que je lui mentais. En fait ma chambre était dans le salon et du coup avant qu'elle arrive je rangeais tout, mon clic-clac, je le remettais et tout et je lui faisais croire que j'avais une autre chambre et qu'en fait ça c'était la pièce de truc, tu vois, la pièce de création. ouais. Et non, puis un jour elle est arrivée, je me rappelle c'était mon anniversaire, j'avais oublié de la prévenir. Et elle arrive, on s'était couché il y a 2 heures, il y avait des gens qui dormaient dans tout mon salon. Je te fais non, attends. En fait, je pense, ça doit être Hélène, je pense, qui a vécu les trucs les plus marrants de début où je faisais genre, parce que c'était le début, mais en vrai, non, c'était ma chambre dans laquelle on travaillait. À part la mode, est-ce que tu as d'autres passions? Au point de la mode, non. Enfin, pas autant, c'est vraiment ce que je kiffe faire le plus, mais après. J'adore la musique. Quand j'étais petite, je dansais beaucoup. J'adorais danser, mais il faut dire que c'est des arts qui sont complémentaires, enfin qui s'inspirent les uns les autres. Mais j'ai pas de plus grande passion que être dans mon atelier et faire des robes par ma fille. Voilà. Ça c'est autre chose. Voilà, ma fille. Il y a que ma fille qui peut me rendre plus heureuse que d'être dans mon atelier. Ça a changé quelque chose pour toi par rapport à ton rapport à la mode, la transmission que tu as envie de lui donner? C'est marrant parce que je croyais qu'avoir des enfants, ça m'enlèverait un peu de ma passion. Ouais. Que je me dis que ce serait plus le truc, que j'en aurais moins besoin de me réaliser à travers ma passion. Ce qui est pas vrai en fait. Parce que si j'étais que mère, je serais heureuse, mais je serais malheureuse, il manquerait quelque chose. Et je sais pas si ça me rend meilleure mère d'avoir une passion et de me battre aussi pour, mais ça me donne une force quand même supplémentaire. Puis finalement, quand je crois pas en moi, je prends ma fille. Enfin, quand tu sais, j'ai un moment de down, je prends ma fille dans mes bras et je me dis que je le fais pour elle aussi et ça me redonne un peu de force, tu vois.
Puis là, elle doit avoir un âge où elle doit te demander un peu tout ce que tu fais quand tu faisais des masques à partir de paires de baskets, tout ça doit l'intriguer. Ouais, et puis ou alors elle fait un peu comme moi, tu sais, genre des fois, justement comme je faisais à la maison, il y avait les mannequins, elle essayait de prendre des épingles et de faire comme moi, ou des petits trucs, enfin ouais, ce qui est cool, c'est qu'elle a déjà ce rapport hyper un peu manuel et tout ça, et que souvent en plus moi le vendredi je la prends ici, donc elle court dans l'atelier, elle voit tout ce qu'on fait, elle bidouille les machines, comme son père a fait aussi dans la fringue, enfin, tu vois, elle sera vraiment née dans les fringues. C'est clair. Franchement, si elle aime pas les fringues. Ouais. Elle aussi, elle a déjà son petit caractère. Hein. Quand elle veut pas mettre un truc, ah non, je veux le rose, je veux la robe, je veux, tu vois, elle a même pas 3 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut aussi, tu vois. Donc, après, c'est clair que je kifferais qu'elle devienne styliste, elle fera ce qu'elle veut. Et là, mes petites questions de la fin. Avec qui rêverais-tu de prendre un café ? Il y a plusieurs personnalités qui m'ont beaucoup touchée dans mon développement. Je peux en dire plusieurs ? Vas-y. Parce que j'arriverai pas à me décider. Moi, tu peux pas me demander de choisir un truc. Guy Bourdin, Jean-Paul Goude, Mugler. Qu'est-ce que tu leur poserais comme question ? Ah, je sais pas exactement, mais artistiquement, c'est des gens qui m'ont tellement touchée et sensibilisée que je serais émerveillée de discuter un peu avec eux et je sais même pas vraiment ce que je leur dirais, mais j'essaierais d'apprendre. Je sais pas, je pense que surtout je me chierais dessus et que je saurais pas quoi dire comme là, tu vois. Je deviendrais toute rouge et je serais hyper impressionnée. Ouais, je sais pas, faudrait que j'y sois, mais faudrait mieux que je sois un peu bourrée pour que je réfléchisse pas trop. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui voudraient se lancer dans la couture, dans le stylisme, dans la création de vêtements ? Il faut vraiment, c'est des métiers où il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est des métiers où il faut vraiment se donner. Donc, si tu sais que tu veux faire ça, il va falloir te battre. Tu sais que tu vas pas gagner ta vie tout de suite. Tu sais que tu vas passer des années de galère et qu'il va falloir prouver. Donc, énormément de courage, énormément de force, y croire. Mais pas que y croire, parce que ça suffit pas. Il faut vraiment se battre comme un dingue. Et être sûr que ce soit ça, parce qu'il faut que ça en vaille la peine de se battre comme ça toutes ces années. Enfin, moi j'ai adoré, mais tu vois, ça m'a aussi fait beaucoup de mal de monter une marque, de la perdre, c'est aussi beaucoup de trucs à surmonter qui sont pas toujours faciles, et que des fois, c'est sûr que tu vois, les gens qui font un taf où t'as peut-être moins de passion, tu te prends moins la tête, quoi, tu vois. Mais après, quand tu sens ça en toi et qu'il y a que ça qui te fait vibrer, il faut foncer et y aller et jamais se retourner, quoi. Mais il faut avoir les coronets, c'est pas que, quoi, c'est la carrure, quoi, tu vois. Et je suis la première à chialer de temps en temps, hein, mais en tout cas, il faut pas trop s'arrêter, quoi, tu vois, parce que sinon... Pas trop réfléchir, faut y aller. Bah ouais, si tu réfléchis trop, t'y arrives jamais, quoi. Enfin, t'y arrives jamais. C'est trop de prise de tête. Enfin, tu vois, il faut vraiment foncer, parce que si tu t'arrêtes pour réfléchir et que tu penses à tous les soucis, tu as tous les trucs qui t'empêchent de gagner de l'argent, parce que c'est compliqué, justement, la mode, tu vois. Est-ce qu'il y a, toi, ça t'est déjà arrivé de te dire, ok, vas-y, j'arrête tout et je vais prendre finalement un boulot de stylisme au sein d'une entreprise, au sein d'une marque de fringues ? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça et j'étais malheureuse. Donc, pourquoi t'étais malheureuse ? Parce que t'étais bridée dans ta créativité ? Sûrement, et puis c'était aussi une marque qui me correspondait un petit peu moins, c'était une marque de chaussures, et puis en plus très classique et tout. J'ai cru que ça pouvait le faire, parce qu'en plus c'était des potes à moi, mais finalement je me suis retrouvée malheureuse, et puis en plus j'ai compris que après 7 ans d'avoir été ta propre patronne et d'avoir monté tes projets, en fait je pouvais plus repasser de l'autre côté et juste dire, tu vois, faire ce qu'on me dit de faire et ce qu'on attend de moi, juste, je sentais qu'au fond de moi j'étais en train de perdre une flamme, vraiment, tu vois, quand cette année-là, et finalement c'est quand je l'ai quitté, cette boîte, que j'ai retrouvé la force de faire, de me lancer, de reprendre des risques, et que je me suis retrouvée moi-même. Donc j'ai déjà essayé, mais justement j'ai compris que je préférais gagner moins d'argent et
et me kiffer me lever le matin pour faire ce que j'allais faire. Et même si j'ai plein de problèmes, comme je disais, administratifs, tralali, tralala, ça s'arrête jamais, PayPal, truc. Mais je kiffe. Je kiffe, et quand je m'endors, je m'endors pas parce que je pense à ce que je dois faire et nanana. Et cette passion et ce tourbillon magique, je m'en lasse pas, même si c'est dur à vivre, quoi. C'est l'entrepreneuriat aussi, c'est une passion. Oui. Enfin, Oui, tu vois, ça il y a un truc, c'est pas que la couture, c'est aussi ce côté entrepreneur, aller chercher des projets, les développer des trucs. Tu vois, contacter. Enfin, tu sais, il y a tellement de, ça crée tellement. T'as toujours quelque chose à faire. T'es jamais. Ça lie plein de choses, plein de gens. Enfin, c'est un tout qui est kiffant, exaltant, même si c'est dur à vivre au jour le jour, quoi. Et alors, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va ? Sur Instagram, sur mon Freaky Debbie. Du coup, il y a un petit peu de tout ce que je fais. C'est ton nom Freaky Debbie, c'est mon nom d'artiste. Ton nom d'artiste. Ça a toujours été mon surnom. Ouais. Du coup, c'est Freaky Debbie. Ensuite, il y a Rework Paris, d'ailleurs qui s'appelle Freaky Rework. D'accord. Je voulais que ça s'appelle Rework, mais je me suis tout simplement fait attaquer par un trou du cul qui a déposé le nom 3 jours avant moi. Du coup, j'ai dû mettre Freaky devant, ce qui n'est pas si mal, parce qu'au moins, c'est comme si je m'assumais enfin. J'ai toujours mis un nom devant mes créations, ou tu vois, House of P, un nom d'agence. Je me suis jamais mis moi-même de manière frontale en avant. Du coup, au moins, là c'est écrit, c'est moi, et puis comme ça personne peut me faire chier. Donc Freaky Rework et House of P, c'est tous mes boulots d'agence. Du shooting, du workshop, des costumes spéciaux, enfin voilà. Donc, du coup, il y a mes 3 comptes. Ok, écoute, on va te suivre avec attention toute la suite de Rework. Merci beaucoup, Debbie. Merci à toi, Sarah. Un grand merci, Debbie, de nous avoir partagé ton quotidien de créatrice. Si vous souhaitez en savoir plus sur Debbie et sur sa marque, vous retrouverez toutes les infos sur les détails de l'épisode et sur le site cafeinepodcast.fr. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez sûrement aimé cet épisode. Alors si c'est le cas, partagez-le, parlez-en autour de vous et rendez-vous sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Allez, je vous laisse et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.